Non, au niveau légistique, je pense on veut aussi insuffler ce côté ambitieux dans l'écosystème. Il manque pas d'ambition, mais l'ambition devrait être encore plus grande. Qu'est-ce qui est clé pour réussir une fusion? Je suis pas sûr qu'on l'ait réussi. D'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, des magnifiques rendements, l'impact sur l'écosystème, permettre à des jeunes gars qui ont des idées en or d'atteindre leur objectif à eux. Un moment exceptionnel qu'on vit dans l'écosystème. Aujourd'hui, un nouveau fonds qui se crée. C'est pas tous les jours que des gens se réunissent pour lever un fonds pour aider l'écosystème et booster les startups. C'est le cas de Wheel of Founders. Ils sont 4 avec plein d'investisseurs sur le côté qui ont décidé de changer un peu l'écosystème, de l'aider à aller plus vite, plus fort. On les reçoit aujourd'hui pour comprendre quel est leur but, à quelle startup ils s'adressent et surtout c'est quoi leur recette secrète pour que leur startup cartonne et qu'on ait enfin assez d'exit en Belgique. Bienvenue dans ce nouvel épisode Dans le Salon, toujours avec Youssef. Salut Thierry, content d'être là. Putain, mais moi aussi content que tu sois là, avec une team incroyable aujourd'hui. On n'est pas un invité, pas deux, mais 4. Je vous dis déjà, c'est notre record. Donc déjà, vous commencez l'émission, vous êtes déjà les boss du truc. Venus à 4, nous fonds d'investissement sur la place. Est-ce que vous pouvez très vite vous présenter chacun? Okay. Olivier. Ok, très bien, je vais me présenter en premier. Donc moi, j'ai été entrepreneur. J'ai créé 2 startups à le passé, dont un métavers en 2005, Tattoo. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rejoindre Sambre Invest, donc je me suis occupé du pôle digital pendant 5 ans. Et on a investi dans 40 boîtes, j'étais dans plus de 25 boards et dans quelques comités d'investissement d'autres fonds. Donc j'ai beaucoup learné pendant cette période-là. Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai pu observer pendant ces 5 années qui a donné naissance à Wheel of Founders, qu'on lance aujourd'hui. Yes, Wheel of Founders, attention, donc j'ai beaucoup learné, on est déjà dans la terminologie ici. On utilise déjà les termes j'ai beaucoup appris. Anglais. J'ai beaucoup appris. Exactement. Cool. Thomas. Thomas, enchanté. Moi, pour ma part, je suis un peu plus l'opérationnel dans la bande. Mon background est un peu comme Olivier aussi dans les startups, après avoir fait un peu une partie de carrière plutôt corporate. Et mon objectif entre nous 4, c'est d'aider les entrepreneurs à voir ce qu'ils ne voient pas au niveau vraiment de l'opérationnel. Les aider à faire grandir l'équipe, les aider à trouver le product market fit ou le go-to market fit. Cool. Dis-nous. Moi aussi, passé entrepreneurial, mais en Suisse. Une société qui a été créée à Lausanne, FinTech, développement de gestion de portefeuille dans la banque privée, qui est devenue une boîte globale et vraiment en tête de son marché à travers le monde. Vendue en 2010 et depuis lors, j'aide les jeunes entrepreneurs à démarrer leur boîte en software et de façon active en les aidant au niveau du conseil d'administration, donc ce qu'on appelle un angel. Et donc l'expérience du fonds et Wheel of Founders, c'est toute nouvelle pour moi. Cool. Et Olivier, le plus jeune de la bande, jeune papa également, ce qui justifie peut-être les cernes. Petit passé en finance, fonds d'investissement, private equity. Et puis, depuis 2019, fondateur et gérant d'un fonds VC basé à Luxembourg, qui investit dans une trentaine de startups, un peu de toutes les maturités, toutes les industries, toutes les devises, les continents, etc. Et voilà, je rejoins là maintenant à mi-temps donc le fonds Wheel of Founders pour un peu dynamiser l'écosystème. Wheel of Founders, c'est quoi? On aime bien les funders, on aime bien les entrepreneurs. Non, on est vraiment passionnés, c'est vraiment notre ADN à tous les 4. Et donc, comme vient de dire Olivier, on veut vraiment avoir un impact sur l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Donc voilà, on veut vraiment accompagner les startups les plus ambitieuses dans cette phase de product market fit qui est tellement important et qui est souvent, je reprends un anglicisme, mais bypassé, parce que dit bien ça veut dire, par les startups qu'on a pu voir essentiellement donc, sur le marché belge, mais également européen. On a moins ce cas-là en UK et en Allemagne, on a quand même des fonds beaucoup plus structurants à ce stade de maturité. Et donc c'est un peu ça qu'on veut combler sur le marché belge et francophone européen. Donc c'est ça notre positionnement au niveau des régions couvertes. Et c'est vraiment de ne pas donner le temps, mais de ne pas commencer à développer la partie go-to-market et donc engager les sales, du marketing, et donc commencer à brûler beaucoup d'argent avant d'avoir trouvé ce product market fit et d'avoir essayé d'identifier son client idéal, donc l'ICP. Et c'est vraiment des notions aujourd'hui qui sont, comme je disais, on passe trop vite, on va trop vite vers le KPI revenu.
Et c'est d'abord vraiment travailler sur le KPI de la rétention, de l'utilisation du produit et d'avoir vraiment ce fit avant de commencer à développer la partie vente, même si on doit vendre dès le premier jour pour avoir les retours du marché et bien comprendre comment ces clients vont utiliser sa solution. Oui, parce que vous n'allez pas prendre une startup qui n'a pas encore de clients. Non. Vous êtes à fond. Vous arrivez quand, vous, dans la vie? Post-revenu. Très vite. Hein. Post-revenu. Ouais, très vite, Ok. mais post-revenu. Très vite, post-revenu, ça veut dire quoi? Il faut de l'attraction, il faut qu'on puisse un peu comprendre les relations commerciales, comprendre comment ils vendent, où ils vendent, et pour en fait après avoir un impact, essayer de modifier, adapter, améliorer. C'est quoi post-revenu? À partir de quel moment on va dire est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est un nombre de clients? Ou ça dépend vraiment en fonction de la boîte? Il faut suffisamment de volume que pour pouvoir identifier qu'il est vraiment le client idéal. Parce qu'en général, quand on fait ce genre de start-up, on va un peu au début dans tous les sens. On fait un peu la danseuse, on essaie de trouver où est-ce que mon idée peut aller. Donc il faut avoir suffisamment pour pouvoir se dire, ok, ça c'est vraiment une cible dans laquelle il y a un vrai pain, dans laquelle on sait rentrer rapidement. Pas que les autres sont mauvais, mais peut-être ça prend plus de temps pour l'instant. Et dans cette première phase, on va surtout se focaliser là-dessus. Donc c'est là le minimum de revenus, parce que le revenu valide le fait que les gens sont prêts à payer. Et ouais. Donc c'est vraiment au cas par cas. Vous analysez et On vous va être évaluez autour ça. de 200, 500 cas d'ARR, mais ça aussi cas par cas. Donc on n'a pas vraiment. Mais ça, c'est pour avoir Voilà, un peu une idée. Ça compte. voilà, vous êtes déjà en train de rêver de ah, donc j'ai pas encore vraiment de clients, je peux déjà venir. Non, il faut 200-500 cas d'ARR, bam, tout le monde est calmé ici. Ok. Ouais, c'est encore très early. Hein, je veux dire, Bien sûr, c'est très early pour une startup qui cartonne. On peut le dire comme ça. Il n'y a pas de chiffre précis. Hein. Il faut quand même. Il faut une traction, je crois. Oui. Mais il ne faut pas fermer la porte nécessairement. Ça va pas, on n'a pas défini une limite sur papier. C'est aussi une perception, un feeling. Ça peut être de l'attraction toute récente. Ça peut être un client, hein, mais un gros, par exemple, ou quoi. Mais c'est pas un deck. C'est pas un deck. Yes. On va le dire C'est pas comme un ça. stop. On a fait un truc. Et j'ai des clients et tout ça et tout. Pourquoi je viens chez vous? Pourquoi je viens chez vous? Parce que donc, j'ai des clients, ok, je commence à être pas mal. À Paris, plein de fonds. Londres, plein de fonds. Je suis une bonne start-up chez Attirer de l'argent. Pourquoi je viens chez vous spécifiquement? Moi, je pense que par rapport aux financiers qu'on trouve sur le marché ou au fonds, on va se distinguer probablement par une attitude un peu plus à l'écoute et respectueuse du fondateur, puisqu'on est passé par là nous-mêmes. Et donc, on ne va pas nécessairement voir que la dimension financière et l'attraction financière de la... Mais ça part d'une admiration pour l'entrepreneur ou les entrepreneurs en général. Et on va les approcher en essayant de les aider. Il y a des pièges au début, il y a beaucoup de pièges au début. Et on va essayer de les aider à les éviter et à travailler ensemble. Donc je pense que ça, c'est une distinction par rapport à pas mal de comportements qu'on trouve sur le marché. Et ça se traduit comment? C'est quoi le ticket alors que vous, moyen que vous estimez mettre dans un dossier? Et c'est quoi le spot où vous rentrez, la valo où vous rentrez, ou en tout cas le nombre de parts où vous dites ok, là on est à l'aise, on va savoir faire quelque chose avec toi? Donc ticket minimum 500K. Ok. Et on veut une prise de participation relativement importante pour avoir cet aspect structurant. Et ça fait partie aussi de notre stratégie d'investissement. Donc on va tourner autour des 15%. Donc ça c'est vraiment notre... Voilà, mais ça reste théorique. Hein, donc, Je te laisse sur les calculs de dilution. Je vais vous laisser faire vous. Après tout, c'est votre métier. Je dirais, ça serait dommage de mettre ça chez moi et que je dise une connerie. Mais, très très bien placé. Tu coupes ça au montage, Julien. Moi j'aimerais paraître rester king dans mon truc. Il l'a dit, t'as dit 15%. Ouais. Car on y est. Explique peut-être pourquoi aussi, non? Ouais. Bah, dis-nous Thomas, dis-nous pourquoi. Ouais, je pense qu'il y a une dimension qui est quand tu as une bonne idée et que tu arrives avec ton deck ou que tu arrives avec tes premiers clients. Ce qu'on a souvent vu, c'est des gens qui avaient mis plein de petits tickets, chercher 25 000 € à gauche, à droite, 50 000 € à gauche, à droite. Et c'est souvent des gens qui croient Friends, Fools and Families, on va le dire comme les 3 F. Et là où au début c'est une bonne idée, ça devient vite une fausse bonne idée si ces gens continuent à suivre. Parce que c'est pas leur métier. Parfois ils ont un background qui est pas du tout dans la technologie et donc arrivent avec des mauvais conseils de temps en temps, ce qui peut avoir des grosses conséquences pour la startup par après. Donc ça c'est la première raison pourquoi je pense qu'on veut prendre une bonne participation et structurée. Et aussi parce que pour par après les séries A, etc., préparer toute la cap table et tout pour le prochain tour.
Et comment vous voyez, parce que maintenant, on n'est plus dans la politique d'il y a 10 ans évidemment, il y a beaucoup d'argent sur le marché, même si on vit une période assez compliquée, mais il y a plus d'argent sur le marché, donc c'est compétitif. Là, on a une participation importante. Comment vous voyez le deal se faire? C'est quoi les arguments que vous allez mettre en place? Parce que on dit ça, on est funders friendly, on est là pour les investisseurs et tout, mais on connaît la startup. Quand on connaît la startup, elle va valoriser bien sûr l'expertise, mais elle va regarder vraiment sa captable, ce qui se passe à sa captable. Donc c'est quoi, voilà, comment vous faites pour aller sur un marché maintenant qui est compétitif, où vous aurez sans doute des offres en face avec sans doute des valos plus importantes et des rentrées. Voilà. Je vais revenir là-dessus. Je pense que 2023 est très différent d'un 2022 ou 2021 au niveau du funding. Je crois que c'est pas si simple en 2023 de trouver des sous. Donc je dis pas qu'il n'y aura pas de compétition parce qu'on a l'ambition d'aller chercher les pépites derrière lesquelles tout le monde va courir. Donc il y aura la compétition, mais je pense qu'on n'est plus en 2021 où les valodingues c'est fini quoi. Les valodingues et l'argent qui descendait du ciel, je crois que c'est fini ça. Ok. Quand vous annoncez, parce que là on se voit aujourd'hui parce que vous annoncez le fonds, il y a des dossiers que vous avez déjà faits? On est en due deal sur plusieurs dossiers, ouais. Ok. Sinon, on attend la suite. Hein, non, mais ça, voilà, on est en due deal, donc aujourd'hui on va pas donner de nom. Ok, vous n'avez pas encore de nom non. truc. Ok. On est en due deal avancé. Un dossier belge, un dossier français de qualité. Ok, quel secteur? Dites-nous un peu pour qu'on... Fintech, les deux. Ok. Étonnamment, c'était pas voulu, mais... Ouais. Fintech 15%. Ouais, donc vraiment le monde a bien changé. Surtout les fintech, on les connaît très gourmands. Ok, et c'est quoi votre... vous êtes agnostique, vous prenez vraiment tous les secteurs, il y a quand même des secteurs que vous préférez, vous avez vos expertises propres et tout ça et tout, voilà. Ouais, ça c'est B2B, donc c'est un peu c'est ce qu'on a tous les quatre comme expérience, hein, donc on a travaillé dans différents secteurs, il y a des secteurs qui sont un peu plus compliqués que d'autres, de nouveau par expérience, hein, je ne vais pas non plus citer des secteurs en particulier. Hardware, tu veux dire? Oui, même tout ce qui est PropTech, par exemple, c'est vraiment un secteur assez compliqué, quoi. Donc c'est vraiment... sinon, on est agnostique et on vise pas de verticale particulière. Ici, on commence par des FinTech, mais c'est un petit peu le hasard aussi, même si on a une expertise à ce niveau-là, vu qu'on a investi chacun dans ce genre d'entreprise par le passé. Et Antoine a créé sa propre FinTech. Donc, Mais aussi pour en revenir à la concurrence, etc., et au secteur, donc on sera tout secteur, mais on aura, par rapport à ce que je disais au départ, où ça va vraiment être un travail, on va être assez hands-on et structurant, et donc ça ne va pas convenir à tous les types de fondateurs. Il y a des fondateurs qui vont dire non, moi je vais pas, ces gars-là vont être trop sur moi tout le temps, etc., et d'autres vont dire non, moi c'est un travail d'équipe, je vais apprendre, ils veulent apprendre, on va travailler ensemble. Et donc je pense que ça va convenir à certains types de fondateurs, peut-être moins d'autres. Ça va se jouer là-dessus aussi. Et ça sera un exercice à faire de notre côté et de leur côté, parce que je crois qu'on ne va pas le cacher. Le terme structurant, il apparaît beaucoup dans nos docs et dans ce qu'on dit. Hein. Okay. Et quand tu dis hands-on, tu vois, c'est parfois on dit on hands-on et en fait on fait un call toutes les semaines. C'est-à-dire quoi, par exemple, Thomas va reprendre le département sales de la boîte et le booster Mais il va accompagner les entrepreneurs de manière opérationnelle. Okay. Vous pouvez pas dire plus que ça. Donne-nous un peu un exemple de qu'est-ce que tu vois, tu peux faire pour une start-up où tu peux l'amener. Tout part déjà du fait que l'entrepreneur est coachable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, oui, a une super bonne idée, a probablement un très beau marché dans lequel il peut être, et a probablement 2-3 très bons fondateurs à côté de lui qui peuvent amener la boîte très loin. La problématique, c'est souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et moi, je ne pense pas être... j'ai fait plein de bêtises parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Ici, l'idée, je pense, avec l'expérience qu'on a eue chacun, c'est de leur les indiquer les pièges à éviter, suggérer peut-être une façon, une direction dans laquelle aller, mais on s'attend quand même à ce que l'entrepreneur prenne les choses en main et aille faire les choses. Oui, en sales, effectivement, si tu as un deal moyen à 2K, tu ne vas pas aller faire de l'account-based marketing et dans le sens inverse. C'est clair qu'on veut, surtout au début, que le focus soit principalement sur trouver ce product market fit et ce go-to-market fit. On ne va pas réinventer la roue sur les finances, etc. Ok, il y a un playbook en place, même chose pour le recrutement. Donc, il y a plusieurs de ces choses qui sont très très importante, que si tu le fais pour la première fois, tu dois le réinventer et qu'on veut essayer d'amener pour faciliter, pour que 100% ou un maximum du focus du CEO
et l'équipe fondatrice soit sur trouver ce product market fit, être un maximum avec les clients et les prospects en contact pour arriver le plus vite possible à cette croissance. Et ça, c'est quelque chose de vraiment unique hein, au niveau des fonds seed. Quand tu regardes les fonds seed en Belgique, il n'y a aucun fonds qui a un operating partner. Tu vois ça dans d'autres, en France, en UK, en Allemagne, mais en Belgique, c'est tout à fait unique pour les fonds seed. Et donc, c'est un des éléments... C'est une inspiration, Serena ou... Serena, c'est un fonds français, donc oui, en France, à cooperating, je veux dire... Mais eux sont déjà plus tard, donc oui, c'est ça, tout à fait. Ils sont plus tard. Oui. Donc vraiment, dans le moment où nous on a investi, c'est vraiment unique sur le marché. Et on a vraiment cette vision aussi de triangle, où Thomas est operating partner, on a les entrepreneurs, et nous on prend une place au board très active, et vraiment de travailler ensemble. Donc c'est vraiment cette façon-là, et qu'on a déjà aujourd'hui éprouvé ces derniers temps, de par nos différentes fonctions. On travaille beaucoup ensemble déjà depuis 2 ans. Donc voilà, c'est une approche qui est quand même très différente de ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'avais pas compris ça, moi, que Thomas allait être vraiment présentateur, donc beaucoup plus dans l'action. C'était vraiment hands-on, quoi. Ouais, top. Très chouette ça. Tout projet commence par un WhatsApp. Qui a envoyé le premier WhatsApp à qui? Le début, la genèse du projet, yes. Écoute, c'est moi qui étais déjeuner avec Antoine. On a eu l'occasion d'apprendre à se connaître par le fait qu'on était dans plusieurs boards ensemble. Et bon, je suis entrepreneur comme je dis au départ, donc voilà, chez Sunrise, j'ai beaucoup appris côté VC. Et à un moment donné, je restais dans une optique de dire ok, je vais créer mon propre truc. Et donc je lui ai simplement expliqué le pain identifié dans le marché, qui était justement toutes mes boîtes que j'ai pu gérer chez Sunrise Invest sont passées par là. Donc c'est-à-dire ils ont vraiment toutes été trop vite vers le scaling. Elles ont brûlé beaucoup d'argent, donc quelque part ça fait une grosse perte de valeur pour l'entreprise. Parce qu'après c'est bridge sur bridge, dilution des funders, après ça impossible de se qualifier au niveau des VC européens pour ta série A, donc ça devient très compliqué. Donc beaucoup de perte de valeur. Et souvent on retravaille le product market fit après avoir dépensé plusieurs millions. Et donc je me dis là il y a vraiment, je ne vais pas le répéter, mais on a vraiment une perte de valeur importante et donc il y a quelque chose à faire sur le marché. Il y a un vrai trou dans la raquette. Et donc voilà, donc c'est en discutant et Antoine Méa, génial, allons-y. Et puis après on a complété l'équipe. Et ça a mis un petit temps pour construire le deck, construire le pitch, et puis après aller sur le marché pour lever des fonds auprès de LP, donc d'investisseurs privés. En tout cas, c'est vraiment un super pitch comme ça. Je trouve que c'est vraiment ça ton pitch que tu dois nous balancer là, aux prochaines interviews avec quelqu'un d'autre. Là, on dit ok, je viens, tu vois, je viens dans mon truc. Mais bon, Antoine, ok, donc, il dit ça, d'accord, c'est la vraie histoire, mais quand même, tu dis il est un peu taré, non au premier rendez-vous, premier lunch, au tout début, tu vois, parce que maintenant, évidemment, ça existe maintenant, mais au début, c'est toujours différent. Oui et non, parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble et on avait déjà pas mal discuté sur justement sur ce fait qu'il manquait ce type d'approche sur le marché et que les financiers ou les fonds qu'on avait en face de nous réfléchissaient un petit peu différemment et finalement pas toujours en phase avec ce que les entrepreneurs demandaient ou ce que les jeunes demandaient et avec lesquels ils venaient nous voir. Donc je crois qu'on a été vite synchro. Maintenant, non, c'était plutôt la discussion a été apportée assez rapidement. Donc, qui au-delà de nous deux, comment on fait, quelle couverture territoriale, où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent, quel type d'investisseurs, etc. Et donc ça a pris une bonne année, hein, une année et demie. Et puis on a commencé la levée début de cette année-ci. Hein. Ouais. Genre un event chez Antoine avec une communauté d'épis potentielle. Et là, et justement, quand tu dis qui, comment Olivier et Thomas sont alors on se connaissait tous. Donc Olivier, on travaillait sur d'autres affaires. Et Olivier, ce qui était intéressant, pour les deux Olivier, c'est qu'Olivier avait l'expérience d'un fonds privé, tout à fait privé, dans un autre pays, donc sur un autre type de cible. Donc ça, c'était très intéressant. Il était jeune. Il était. Hein. C'est vrai que maintenant, c'est moins. Tu as raison de le souligner. On sent qu'il y a eu la naissance. Hein, voilà. Une ou deux, oui. Et Thomas, Thomas, c'était surtout l'expertise. Moi, je connaissais moins bien Thomas. Je crois que c'est Olivier. Je crois que c'est toi, Olivier, qui vous connaissiez bien. Et c'est comme ça que ça s'est lié aussi. L'expertise, cette expertise était très intéressante puisque c'est là où ça blesse beaucoup au départ. Hein. Vraiment, on a tendance à investir beaucoup sans savoir très bien ce qu'on va faire et puis on oublie de zigzaguer.
on commence à dépenser beaucoup d'argent sur une idée et puis c'est pas celle-là, c'est pas la bonne, quoi. Oui, on s'en compte trop tard et il y en a Ouais, qui on s'en utilisent rend la trop tard. spirale Et des c'est là que grandes c'est bridges exactement. Et c'est franchement 90% des boîtes Ouais. commettent cette Ouais, erreur, ouais. quoi. Si je comprends bien, c'est Thomas qui va travailler le plus entre les quatre. T'as bien compris. Si je résume bien. Voilà, on a vu, je voulais en caméra le ralenti. Olivier, non, pas vraiment. L'autre Olivier, ouais, t'as tout compris. On voudra Il a une bonne capacité de travail. C'est pour dire, va travailler. Bien placé. Et quand, ce qu'on sait peut-être pas quand on est étranger un peu aux fonds et tout, c'est qu'en fait, un fonds, ça lève des fonds. Pour C'est comme une startup. faire Comme une startup, ouais. le truc. Vous avez combien vous avez C'est closé? une start-up en fait. Yes, Ouais. vous êtes à 30 À maintenant? 15. Non, on a Vous closé êtes à à 15, 15, ok. objectif 35. Ok. Et racontez un peu comment se passe ce premier event alors chez toi, Antoine, avec les LP invités. J'ai mis un peu de stress, on fait son deck et four ou. Petit four. Ouais. Petit four, j'espère bien. Quand il fait chaud ce jour. Non, c'était petit four et petit verre de vin blanc. Ouais. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, Parce que c'est dur pour tout le monde, je veux dire, attention, je sais pas de vous mettre dans un coin et tout. Non, mais C'est dur pour les pour startups, donc c'est dur quand tu as une idée comme ça, c'est votre première mais expérience. aujourd'hui, c'est Le pas truc, la période la plus mais simple pour à être lever. tout à hein. fait transparent, la Ouais. plupart, pas tous, mais la plupart des gens qui étaient dans la salle, on les connaissait. Donc c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous font confiance. Et voilà, donc je crois qu'il y avait un intérêt avant de venir. Il y avait ceux-là, et puis il y en avait qu'on connaissait, mais qui n'avaient jamais fait du private equity et qui venaient en curieux, mais aussi souvent intéressés pour apprendre et éventuellement transmettre à leurs enfants. Parce que je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte que c'est un véhicule d'investissement intéressant qui sort de ce qu'une banque ou de ce qu'un conseiller normal peut amener. Et donc, il y a cet intérêt qu'on avait peut-être moins avant et qu'on a eu aussi dans la salle, et des gens qui sont venus avec peut-être des montants un peu moins élevés parce qu'ils ont une perception du risque qui n'était pas encore très claire, et qui souhaitent, qui nous ont dit, mais on veut que les enfants viennent aux présentations, on veut que nos enfants apprennent aussi, etc. Donc, il y a un peu une idée de transmission. Comme on a beaucoup communiqué sur le fait qu'on allait beaucoup communiquer, et que donc on le voyait aussi comme un apprentissage pour ceux qui n'ont pas jamais fait de private equity. Je crois que c'était une dimension qui a attiré certains types d'investisseurs. Donc à partir de là, ça a été assez vite pour former un noyau d'investisseurs, et puis alors les mois suivants, ça s'est développé. À propos, c'est pratiquement tous des privés, sont tous des angels ou des familles. Ok. Il n'y a pas de public, zéro public. Donc ça va être peut-être une partie de la phase 2, celle qu'on va commencer. C'est parce que vous le vouliez ou parce que c'était trop de risques au démarrage Notre objectif premier, c'était vraiment de réunir du privé, parce que Ok. c'est très rare sur le marché belge, quand on voit les fonds d'investissement en général, il y a quand même une grande part de public dans les fonds. Ouais. Et donc nous, on se dit, voilà, on va vraiment aller chercher une première base assez importante de privé. Et il y a une autre raison aussi, c'est qu'on a envie de donner l'occasion à ces investisseurs d'avoir une implication opérationnelle s'ils le veulent, dans l'analyse, dans la due deal, ou même dans la gestion un peu de la boîte. Ok. Et donc voilà, c'est important d'aller spotter les bons LP, les bons entrepreneurs qui ont un background, qui ont l'expérience. Donc c'était voilà. Et le co-investissement aussi. Ouais, exact. Parce que l'idée, c'est en fait de permettre à nos investisseurs de co-investir à nos côtés s'ils décident. Voilà, le deal là dans lequel vous investissez m'intéresse particulièrement bien, j'ai une connaissance pointue, ou bref, gros coup de cœur, je veux pouvoir mettre plus que ce que j'ai mis via le fonds. On organise du coup On organise vraiment l'investissement. du direct via de l'indirect. Donc ce qui est assez unique aussi, de par aussi le profil de nos LP, c'est qu'on systématise le co-investissement à côté du fonds. Donc pour tous les deals qu'on va faire. Ok. Donc quand on disait tout à l'heure, c'est 500K minimum du fonds, mais ensuite vient un top potentiellement des LP de notre... Alors nous, on gère l'investissement pour les LP. Donc ça ne vient pas rajouter à la cap table, donc on crée un SPV et on les met Désolé, dedans. mais j'ai que ça qui vient en tête pour l'instant, mais parce qu'ils voulaient pas mettre dans le fond plus directement. Pourquoi ils convertissent ça à côté? Non, ça leur permet de faire du direct via l'indirect. Donc Ok. ça, ce côté, ça reste des investisseurs qui continuent à investir. Oui. Et donc on cette passion aussi d'investir dans des entrepreneurs. Et donc c'est vraiment une façon de faire qui est assez Ok. Et nouvelle ça leur aussi. permet aussi de prendre une participation plus importante. Yes. Via le fonds, ils sont Oui. en indirect, évidemment, Oui. ils ont une proportion, la proportion qu'ils ont mis dans le fonds, et puis Oui.
S'ils vont en direct, ils peuvent normalement monter beaucoup plus vite. Mais c'est aussi, comme disait Olivier, pas mal des gens qui ont investi, c'est des gens qui ont l'habitude de faire du direct, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce fonds, en fait, comparé à d'autres fonds, permet de se rapprocher du direct tout en étant indirect. Puisqu'on va les impliquer, on va communiquer, on va essayer de les avoir en due diligence ou post-due diligence. Et ça plaît aussi assez bien, je veux dire. Parce que le direct, c'est amusant, c'est risqué. Ici, on aura une approche plus structurée, plus professionnelle, donc on va dérisquer un peu l'investissement, tout en donnant le goût du direct. C'est comme le Canada Dry, je ne sais plus comment c'est la pub. Yes, le goût, ça a le goût du... voilà. On l'a. Et ben justement, ça a une forte valeur chez vous. Est-ce qu'il y a un LP dont vous pouvez nous parler ou pas? Quelques-uns qui ont accepté qu'on cite leur nom. Tu peux dire une personne et quelle expertise elle a, tu vois je sais pas qui on choisirait. On a Michel Deloy. Dis-nous. Donc Michel Deloy, il était à la CNP, donc avec Albert Frère. Ensuite, il a été président du groupe RTL. Et donc c'est quelqu'un qui a une grande expertise du private equity, une grande expertise apportée aussi au niveau des exits notamment. On a des profils aussi plus entrepreneuriaux, on va dire, comme le fondateur de Perlego, Gauthier Van Malderen. Voilà, Gauthier Van Malderen, Gauthier Van Malderen. Ça c'est bien. Attends, Gauthier, quel âge il a? On a 32 ans. Voilà, la réussite peut venir tôt, 32 ans, ok, c'est chouette. Il y a Olivier Kuhn, Pierre-Olivier Beckers aussi. Ok. Donc, oui. Tous les copains des deals d'avant sont Denis venus Zanner dans... aussi. Ouais. Mais c'est tous des gars qui apportent vraiment de la valeur. Yes. Donc c'est extrêmement intéressant de les avoir à côté de nous sur différents aspects que peut rencontrer une start-up. Donc soit plutôt au début, mais également au moment de l'exit, et c'est des moments très importants. Très propre ça, cool. En effet, un chouette argument de vente. Les exits, justement, on n'en voit pas assez des exits chez nous. On voit des levées, des bridges, des levées. Mais comment vous allez pouvoir aider à booster ça et nous faire, il nous faut plus d'exits, parce qu'on veut plus de gens qui réinvestissent dans les startups. Cet écosystème, il manque d'exits, quoi. Il manque d'exits. C'est quoi votre formule secrète pour arriver à ça? Thomas, tu as quelqu'un d'autre pour répondre avec bienveillance? Alors c'est toi qui dois répondre. Ouais, c'est peut-être le moins. Ouais, c'est pas tellement mon domaine, non. Les exits, c'est un peu toujours savoir qu'est-ce que tu cherches comme exit. Si c'est l'unicorn, il y en a effectivement pas beaucoup, mais je pense qu'en Belgique et en Europe, on essaie d'exciter trop vite, trop bas, alors que si on travaille bien les fondamentaux, ce sera peut-être pas des boîtes d'1 milliard, donc tout le monde en parle, mais tu peux faire des chouettes trucs. Il y a pas mal de fonds qui cherchent ça par après. Donc, qu'est-ce que tu cherches comme... Enfin, c'est quoi une bonne exit? Pour l'instant, dans ta question, c'est quels sont les exits dont on parle dans la presse? Et je pense qu'il y a plus que ça comme type d'exit. Il y a des très beaux succès, en effet, qui sont pas dans la presse. Ouh. Ça, c'est certain. Un qui va arriver bientôt. Mais... Non, au niveau des exits, je pense on veut aussi insuffler ce côté ambitieux dans l'écosystème. Il manque pas d'ambition, mais l'ambition devrait être encore plus grande. C'est ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a un peu le côté, c'est un peu bateau de dire ça, mais le côté un peu belge. On manque de cette ambition, de cette confiance de pouvoir réussir et de voir grand. Et je pense que tous les acteurs de l'écosystème doivent œuvrer dans ces directions-là si on va avoir des grands succès. On l'a chez les entrepreneurs, en tout cas chez certains entrepreneurs. Dans l'écosystème financier, je pense que ça manque, sans critiquer. Donc tout le monde fait des très bonnes choses aujourd'hui, mais il faudra encore plus à ce niveau-là. Et de par l'approche qu'en tout cas nous on veut avoir, on estime, on est convaincu qu'on va avoir des opportunités d'exit qui vont être plus importantes, de par le fait de bien travailler les fondamentaux, parce qu'en fait ça va déterminer la façon dont la startup va aborder les challenges futurs auxquels elle va faire face. Et donc c'est vraiment un moment critique pour son développement. Et pour aussi pouvoir se qualifier vers des beaux fonds européens, donc qui vont donner aussi qui vont faire grandir l'entreprise à ce moment-là. Et là, vous avez du lien, vous avez des portes d'entrée à ouvrir pour les Antoine a pas mal de liens avec des fonds européens de premier plan. Olivier aussi, de par son activité avec des dédicatés plutôt late stage et growth, où il côtoie des fonds internationaux, aussi bien US qu'européens. Donc là, ça c'est aussi une vraie plus-value qu'on peut apporter, c'est ce réseau au niveau des fonds internationaux de qualité.
Et on n'a pas parlé de ça, mais on a aussi développé avec les années un réseau important d'experts internationaux dans différents domaines et avec qui on va travailler sur des thématiques très précises quand la startup fait face à une problématique identifiée et qu'on va pouvoir mettre un expert dessus. Donc ça aussi, c'est des éléments de valeur. Justement, on parle souvent de la Belgique en disant que voilà, on n'est pas assez ambitieux. Qu'est-ce qui manquerait pour toi? Parce qu'on dit que ça doit changer, il faut continuer à améliorer, mais un point sur lequel on peut améliorer. Aller beaucoup plus vite vers l'international. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment essentiel. De mieux financer ce moment seed, qui aujourd'hui, je pensais financer de manière, c'est un peu fort, mais pas suffisamment. Je ne vais pas dire au lance-pierre, mais on attend avant T'as pas envie de discuter avec tous tes collègues, toi. Non, mais c'est pas une critique, hein, mais c'est vraiment de qu'on attend de valider le revenu. Donc il y a un côté. Tu sais, quand une startup va vers l'étranger, elle n'est pas assez financée et donc elle arrive avec pas assez de moyens pour attaquer un. C'est pas question de ça, c'est que ça donne pas l'opportunité à la startup de trouver ce product market fit et d'en faire une priorité au début, sans pour ça avoir le temps et de dépenser. Justement, c'est avoir une core team très petite de gars seniors qui vont travailler sur trouver ce product market fit avant de lever des fonds pour pouvoir travailler sur le go-to-market et accélérer à ce niveau-là. Et donc d'avoir les moyens de le faire et d'avoir aussi toujours cette urgence de le trouver. Donc ça, je pense que c'est très important, c'est que c'est pas avoir le temps pour le temps, c'est vraiment avoir l'urgence de trouver, mais de suivre les bons KPI à ce moment-là. Et pour l'autre Olivier, du coup, toi qui es au Luxembourg, tu sens une grosse différence à ce niveau-là? Pas au Luxembourg, non. Du coup, être basé au Luxembourg me permet de justement être plus ou moins tourné vers les autres pays. Pour faire le bridge, on a l'ambition d'ouvrir un bureau à Paris pour justement rapidement créer cette espèce de marché un petit peu plus grand pour les startups qu'on va financer, éviter qu'elles s'entêtent juste en Belgique et que rapidement ça aille vers l'étranger, que ça comprenne un autre marché, que ça apprenne comment vendre un produit dans ces marchés-là. Et donc voilà, ça essayer d'un petit peu les forcer à sortir de Belgique, s'attaquer à un marché plus gros et donc du coup voilà, plus de scalabilité. Pour souligner ça, juste, parce que dans mon portefeuille, j'ai Accountable et Antoine aussi est un des investisseurs du tout début chez Accountable. Eux ont suivi ce trajet-là. Donc la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chercher directement l'argent au UK avec Connect Venture. Et donc ils ont vraiment eu cette approche de travailler ce product market fit en Belgique, d'aller très vite vers le plus grand marché européen qui était l'Allemagne. Puis ils ont fait une belle levée go-to-market avec les bons KPI, donc pas celui du revenu, du MRR. C'était vraiment des KPI plutôt d'utilisation, de rétention. On sentait qu'il y avait un fit avec le marché. Et aujourd'hui, voilà, ils continuent à grandir. Et donc, c'est un trajet qui est très inspirant, je trouve, mais qui n'est pas... il y en a trop peu en Belgique, très clairement. Et donc, c'est très bien qu'ils sont financés en Angleterre, mais c'est encore mieux s'il y a des fonds en Belgique qui peuvent proposer ce même type de positionnement, parce que ça reste très compétitif. Donc, aller en tant que boîte belge chercher du cash, de l'argent en Angleterre, en seed, c'est pas évident, quoi. Ils vont faire face à une concurrence très 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 importante. Donc là, c'est un peu c'est ça qui nous inspire en tout cas. Thomas, toi, tu as eu une start-up avant, dont j'ai malheureusement oublié le nom là à l'instant T. Approplan, qui a été racheté par un concurrent partenaire nordique. Non, tout est faux. C'était une fusion d'égal à égal. Ok. Avec effectivement un partenaire, avec une boîte danoise. Ok. Et le CEO à l'époque était Klaus, qui était l'ancien CEO de Just Eat, qui était passé de 30 personnes à 1500 personnes. Donc oui, un énorme apprentissage aussi sur la partie M&A qu'on oublie souvent. Un apprentissage aussi sur la partie humaine de ces deux cultures quand même vachement différentes. Et aussi passer du jour au lendemain de 80 personnes à 160, c'est un gros changement aussi dans ce qu'on attend de toi en tant que manager, en tant que leader. Donc oui, donc cette partie-là était une chouette partie de la vie. Après ça, il y a eu des moments un peu moins faciles avec le Covid, etc. Mais ça fait partie du quotidien de tout le monde. Les fusions, c'est plus rare, hein, ça. À l'époque, tu te rappelles pourquoi ce choix s'établit Oui, il y avait deux raisons principales. Il y avait trois raisons. La première, c'était qu'on avait des marchés très complémentaires. Nous, on était fort Belgique, France, et qui est un peu sur l'Allemagne et la Hollande, les Pays-Bas. Eux, très, très nordiques, et l'Angleterre. Donc en soi, ça couvrait pas mal de territoires. Au niveau du produit aussi, on était très complémentaires.
Donc nous avions quelque chose plutôt pour les suivis de remarques, eux avaient plutôt le planning, mais au niveau du conducteur de chantier, ça revenait au même. Et puis l'équipe, aussi là où on avait de la complémentarité, lui était évidemment un CEO qui avait déjà fait 3 fois, donc voilà. Et donc on se complémentait bien aussi au niveau de l'équipe pour ça. Qu'est-ce qui est clé pour réussir une fusion? Je suis pas sûr qu'on l'ait réussi. Après ça, il y a plein de choses qui changent à chaque fois, mais l'avantage c'est qu'on avait une vision commune de vers où ça devait aller. Même si après ça j'ai quitté jamais et qu'on a eu aussi des grosses discussions sur le futur, etc. J'ai toujours respecté Klaus et je le respecte encore toujours, on se parle encore toujours régulièrement, même s'il y a des choix qu'on aurait fait différemment, etc. Donc je pense que de toute façon ça reste aussi une aventure humaine, toutes ces fusions, on a dû mettre son ego de côté depuis le début, même si on était quasiment 2 fois plus grand qu'eux, quand même c'est lui qui est devenu le CEO. Mais avec l'expertise qu'il avait, le challenge au niveau commercial, j'ai repris la partie commerciale et lui a pris le CEO. Donc voilà, donc je pense que dans ces fusions, il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin et c'est toujours pas une garantie de succès. Ça se passe bien, mais c'est pas non plus comme si on était devenu une licorne comme on avait espéré le faire au moment de la fusion. À refaire, tu le refais? À refaire aujourd'hui, je le refais aujourd'hui. À l'époque, je pense qu'on était naïfs, en tous les cas pour ma part. Et c'est pour ça que c'est ça que je veux dire, c'est que c'est aussi ça qu'on va apporter. J'ai fait beaucoup de bêtises. Lui a mentionné des choses que moi je ne voyais pas du tout parce qu'il avait fait avant ça une 50aine d'acquisitions et de fusions. Donc il savait très bien de quoi il parlait. Il a des choses qu'il a mis en place. Un des premiers bons exemples, le lendemain du closing, tous les boards étaient mis pour les 12 prochains mois. Tous les off-site avec l'équipe exécutive étaient là pour tous les prochains mois. On avait commencé à nommer les VPs parce qu'il savait très bien ce qui allait nous arriver. Bon, on n'avait pas prévu évidemment le Covid. Mais il n'était pas si fort quand même. Non. Mais donc, juste pour dire, voilà, ça c'est des choses que j'ai vues là, où maintenant, moi ça me fait pas du tout peur de dire, ok, grandir, parce que nous on a essayé de grandir par enlever le vent du cash et aller à l'étranger. Et en fait, il faut se dire que si le marché est vraiment compétitif, il faut oser prendre par exemple le pari de se dire, on achète une boîte. Et à 2, on est plus fort. Ouais. Et ça, c'est des choses que on nous a... Enfin, j'ai pas eu comme conseil. Et j'ai eu très peu de conseils ou d'accompagnement au niveau de comment bien faire une fusion, comment bien intégrer ou une acquisition. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui le font très bien en Belgique. Et là maintenant, avec Wheel of Founders, cette période sombre est terminée pour les entrepreneurs qui cherchent conseil. Ils ont maintenant... Non. C'est trop marrant, les têtes différentes, c'est incroyable. Vous deux devant. Oui, Thomas. Au moins, tu l'as vécu, quoi. Mais, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur montrer, essayer de leur montrer ce qu'ils ne savent pas et essayer de dire, voilà, moi, ce qui a marché. Je pense qu'Antoine aussi a énormément d'expérience là-dedans, dire qu'on a la balle... Il faut se le répondre, évidemment. Oui. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on cherche surtout le fit avec le coach, la personne qui est coachable, qui est prête à écouter le pourquoi du comment et pas juste un conseil et puis on s'en fout. C'est vraiment écouter et comprendre, ok, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'il y a là-dedans que moi je peux intégrer pour changer ma trajectoire, pour éviter les bêtises qu'ils ont fait. Olivier. Et aussi on offre une certaine méthodologie qui a déjà été testée, donc c'est vraiment ça aussi qui va être apporté, qui va permettre à l'entrepreneur de mieux se développer. Et Daniel celle-là, elle est belle, celle-là. Ça, on ne coupera pas. Coupé. Merci. C'est marqué. Non, le mec bossait dossier, il n'y a pas de souci. Au cas où c'est Antoine. Juste au cas où tu veux. Non, mais c'est bien. C'est bien que je la prenne la fin de... Non, je suis désolé pour le problème. Tu as fait plein d'investissements. Messenger, c'est hyper actif. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans cette aventure-là, maintenant que vous lancez à 4 Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus de dire, ok, là, on change un peu complètement. De toute façon, peut-être tu faisais ça un peu en loup solitaire. Là, maintenant, vous êtes à 4, plus, cette équipe-là. C'est un petit peu... Il y a plusieurs choses, pas nécessairement dans l'ordre, mais la première, c'est un petit peu dérisquer l'investissement. À 4, on fera moins d'erreurs que seul. Solitaire, moi j'ai eu de la j'estime que j'ai eu beaucoup de chance.
Mais on travaille beaucoup au pif, à la perception. Hein. C'est vraiment un feeling. On n'a ni les moyens ni le temps de faire des due diligence et il n'y a pas toujours quelqu'un qui le fait dans le tour. Donc, comme on arrive très tôt. Ici, donc c'est vraiment complètement différent. On fait une due diligence qui est structurée. On a 4 à donner un avis, donc on va voir des choses qu'on ne voit pas seul. Et c'est très amusant de travailler en équipe. On a, comme des élevés, on a les premiers projets qui arrivent, c'est très amusant. La deuxième chose, c'est d'avoir plus de lignes et moins de travail, puisqu'on peut se partager la tâche, et donc ça fait partie aussi de la diversification. Donc ça c'était bien aussi et puis ensuite je dirais c'est un peu le voilà qu'est-ce qui se passe voilà, j'ai le même problème que le tien ouais. C'est avoir les mêmes sensations qu'on a en direct tout en faisant l'indirect, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, évidemment, j'ai la chance d'être dans le fond moi-même, donc je serai opérationnel dans le fond, donc j'aurai les mêmes contacts avec les fondateurs que ceux que j'avais auparavant, mais de façon avec une approche indirecte. Donc ça c'était très important. Donc moi, c'est vraiment une page qui tourne, hein. Je ne vais plus faire du direct. Okay. Tous mes investissements vont passer par le fond. Donc pour moi, je rentre dans une autre tranche de vie que j'ai jamais connue. Évidemment, je vais continuer les lignes que j'avais, mais plus de nouvelles en tout cas. Les Oliviers, hein, le rang de devant, les premières réunions donc, se sont déroulées. Hein, vous vous êtes rendu compte que vous étiez assez d'accord ou c'est normal quand vous faites votre comité, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous d'investissement, où vous avez des belles surprises, découvrir qu'en fait vous êtes d'accord sur rien, il y a toujours un qui veut investir, Olivier Mertens, l'autre qui est plus prudent. J'ai raison, c'est lui qui veut toujours dégainer évidemment. Sam Ravès, on le connaissait comme ça. Sam Ravès, quand tu vois le portefeuille, il se porte très bien. Hein. Évidemment. C'est un beau portefeuille. Une proactivité, un mec qui veut. Oui. Ouais. Après, c'est aussi, voilà, c'est un fonds avec un objectif différent qu'un fonds privé. Ouais. Mais racontez-nous quand même on va terminer là-dessus, votre premier comité que vous avez fait. Il y a déjà eu ça ou pas? Non. Il n'y a pas encore eu. On n'a pas de. Formellement, oui. Oui, formellement, on n'a pas de vrai comité d'investissement comme d'autres fonds. Donc, on n'a pas constitué un comité d'investissement. On a un LPAC qui est obligatoire, donc ça c'est le board du fonds, on va dire, voilà, qui doit être, qui donnait son avis sur certains points, mais ça reste voilà. Mais donc on n'a pas de comité d'investissement. Et ici on a commencé, moi j'ai quitté Sam Ravès officiellement le 31 août, donc c'est tout récent. Pourquoi tu dis officiellement? Officieusement aussi ou... Allez, j'ai envie de sniper un peu. Ok, 31 août, et donc c'est récent. Quoi. Mais je pense que pour revenir sur ta question, on a déjà fait pas mal de calls quand même avec des startups où on voit très bien aussi que quand on est à 4, alors parfois c'est un challenge, mais en général c'est assez complémentaire dans les questions qu'on pose. On va aller plus loin dans certains éléments que dans d'autres. Et donc ça permet de couvrir un plus gros truc. Parce qu'on vient chacun avec notre background qui est complètement différent et qui permet justement de couvrir plus d'angles. Après ça, la diversité va faire effectivement qu'on va probablement avoir quelques discussions, mais je pense que ça amènera aux meilleures décisions au final. C'est vrai qu'on a été relativement bien alignés jusqu'à présent, avec des backgrounds différents, etc. Mais oui, non, je suis assez d'accord avec ça. C'est ça qui va faire la richesse du travail en équipe. Hein. Donc moi je suis très encouragé et très positif. On est assez complémentaires, on est même très complémentaires, je pense, de par chacun nos expériences et nos expertises. Et d'avoir aussi Thomas qui apporte ce côté vraiment plutôt opérationnel, de pouvoir vraiment aller en profondeur dans tout ce qui est product market fit, go-to-market, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et comme disait Thomas, c'est qu'on le voit même dans les meetings qu'on a pu faire avec les entrepreneurs, c'est des questions, voilà, c'est très complet, quoi. Donc c'est ça l'avantage d'être en équipe. C'est beau, c'est très beau de finir là-dessus, je trouve. Hein. Moi je pense que j'ai trop. Olivier, c'est correct. Hein, terminé sur un bon mot. Non. J'ai Biberon qui va devoir donner. Olivier, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous êtes une startup qui vous lancez. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez? D'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Qui est des magnifiques rendements, l'impact sur l'écosystème, permettre à des jeunes gars qui ont des idées en or
d'atteindre leur objectif à eux. Et puis pendant le chemin ou pendant la route, apprendre la dose pour nous et voilà. Et puis c'est le premier fond d'une longue série de fonds. Ah, voilà. C'est beau, c'est ça beau. qu'on veut entendre. On veut des chiffres, tu sais. Oui. C'est le plus jeune. Hein. Quel chiffre tu veux? Quel chiffre tu veux? C'est quoi les objectifs en termes de chiffres? Un chiffre qu'on n'a pas donné jusqu'à présent et qui est un chiffre important, c'est qu'on va investir dans maximum 15 startups. Donc vraiment maximum. Et donc non, mais c'est pour nous donner la possibilité par rapport à la proposition de valeur qu'on a, c'est qu'on va vraiment passer du temps avec les boîtes. Donc on va pas investir dans 40 boîtes, on va investir dans 15 sociétés maximum. Et donc on va être très sélectif. Cool. Si tu veux un objectif de rendement, je crois qu'on serait content si le fonds faisait x4, x5 et dans l'idéal plus. Bon. Ça fait plaisir. Bon. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'un fonds se crée en Belgique, donc les gars, bravo déjà d'avoir bossé dans ce climat pas facile, de lever et tout pour arriver. On vous souhaite évidemment que ça cartonne, que vous puissiez closer plus, que vos ambitions n'arrêtent pas de grandir. On cherche encore 20 millions. Julien, tu sais faire. Si vous pouvez mettre un QR code. Dans le lien en dessous, normalement c'est acheter les trucs là. Dans le lien en dessous de la vidéo, si vous pouvez quelqu'un peut faire un petit wire de 20 millions, ça ferait plaisir. Mais pour de vrai, putain les gars, bravo, bonne chance, longue vie à Wheel of Wonders et on se voit dans un an et demi quand les choses avancent, voir un peu comment ça se passe, qui s'est engueulé, qui s'est pas engueulé et où vous êtes arrivés quoi. Bravo en tout cas. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le site il est bien sur Wheel of Wonders en bas si vous voulez postuler chez eux. Vous avez vu c'est du très sérieux. Vous avez vu aussi il faut être un peu sérieux de l'autre côté aussi. Pas beaucoup de clients mais 200 cas d'ARR minimum. Donc voilà c'est très très cool. Allez-y foncez, likez, commentez et on se retrouve au prochain épisode. A plus. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.